Donc bonsoir à tous. Waouh, il y a beaucoup de monde. Vous savez, c'est pas un sujet très sérieux. Hein, il y a peu de chances que vous en serviez lundi matin, donc voilà, c'est sûrement mieux comme ça. Bienvenue à notre séance sur comment faire des applis réactives sur Raspberry Pi. Donc, alors on devait être 3 normalement. Il devait y avoir Jonathan qui était avec nous, mais son hélico n'a pas pu, il devrait arriver en atterrir. Donc, on sait pas quelle heure. Pour l'instant, on va commencer à 2, puis on verra plus tard. Ok, donc bonjour, je m'appelle Mathieu Ancelin. Donc, je suis ceinture noire en Java, ceinture marron en Scala. Je fais aussi du JavaScript. J'ai pas encore passé tous mes katas. Donc voilà, et j'ai un Twitter Trevor Reznik. Donc moi je m'appelle Alexandre Delague et puis je surfe sur le web, le Java et le Scala et je fais du Spring dans le tube et surtout du Play si j'ai l'occasion. Et je suis aussi sur Twitter avec un truc bien chelou. Ok, je te laisse. Donc on fait partie d'une société qui s'appelle Serly. Donc je pense que vous connaissez déjà puisque ils sont membres du JUG Poitou-Charentes. C'est surtout le sponsor, c'est le sponsor officiel du JUG Summer Camp. En fait, Serly participe à pas mal de projets open source. Donc ça, c'est pour dire que tout ce qui est dit ici n'est absolument pas sérieux. Donc vu que vous avez passé la journée enfermé dans les locaux, vous savez peut-être pas trop ce qui se passe dehors, mais en fait, il y a quand même quelque chose d'assez grave qui s'est passé. Je sais pas si vous avez regardé les infos ou quoi. Bande de geeks. Mais donc là, en fait, ça, c'est des infos qui sont passées aux États-Unis ce matin. Donc vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. C'est quelque chose d'absolument horrible. Donc ça y est, les zombies arrivent. Donc, il y a eu pas mal de docus sur le sujet. Et c'était à prévoir. Et voilà, c'est arrivé. Donc, on nous avait préparé. Donc l'armée est sur le coup. Ils sont en train d'essayer de faire des choses. A priori, quand vous allez sortir dans les rues, voilà, ça ressemble à, ça, c'est les rues. Hein, donc, les rues de La Rochelle. Donc voilà. Donc nous en fait on avait un petit peu prévu le coup. Donc quand on voit Ebola, tout ça, on peut se dire voilà. Ça. Donc oui, du coup vu qu'il y a tout ça qui arrive, il va falloir se préparer. En fait, les gens vont devoir s'équiper pour faire face à cette horde de zombies. Pour survivre, tout simplement. Pour survivre, voilà, c'est ça. Et donc nous on avait un petit peu anticipé le coup. Et on a monté notre startup qui s'appelle Amazing.com. Donc c'est un store online pour acheter. Alors on a des armes, on a des manuels de survie, des kits, des moyens de transport, on a des chevaux, des hélicoptères. Enfin on vend pas mal de choses. Et le but c'est qu'on va les transporter par drone jusqu'à nos utilisateurs parce que c'est assez à la mode en fait. Donc un autre choix qu'on a fait, c'est qu'on a fait tenir tout ça sur une infrastructure mobile. Comme vous êtes censé le savoir, quand on est dans un monde envahi de zombies, il faut parfois bouger pour ne pas se faire dévorer. Donc le but, c'est d'avoir un cluster qu'on puisse trimballer un peu facilement et qu'on replugue quand on arrive là où on est. Donc le cluster est ici. Je ne sais pas si tout le monde voit au fond. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Donc il est, voilà, on a pris en photo. Donc il est composé de 7 plaques Raspberry Pi. Donc on a un petit switch gigabit pour relier tout ça et on a un routeur Wi-Fi pour se connecter et puis pour que les gens puissent se connecter s'ils veulent quand on n'est pas trop loin. Donc on va faire une petite démo du site. Alors, on a une superbe résolution, ça va être absolument top. Tu peux peut-être faire un dézoom ? Si je fais comme ça. Ouais, tu peux faire du... tac, tac. Ah bah yes. Donc, voilà le site. Donc on peut faire de la recherche. Donc on verra tout à l'heure les briques techniques qui nous ont permis de faire ce genre de truc. Donc c'est voilà. Un site classique. Donc tu peux l'ajouter. Je pense que tu sais pas du tout comment ça fonctionne, David. On fait un like. Voilà. Donc on peut ajouter des produits au panier. Donc on a le petit panier en haut qui s'incrémente et puis tu peux aller acheter cette magnifique arbalète. Apparemment c'est assez. Enfin j'ai vu une série où ça marchait assez bien l'arbalète, donc pourquoi pas. Donc voilà, là je viens de valider mon panier. Donc voilà, ça c'est notre produit. On espère se faire beaucoup de blé avec. Donc on cible quand même la population mondiale. Alors même si elle est censée prendre un gros coup dans la gueule, on devrait avoir pas mal d'utilisateurs. Donc il va falloir qu'on ait une certaine résistance aux fortes charges. C'est quelque chose qui nous paraît assez important. Ça me paraît très important. Ouais. On espère faire beaucoup de fric. Donc, voilà.
Il va falloir savoir résister aux pannes également. Comme autant ce petit monsieur de Plus belle la vie. Autant les pannes, donc les pannes soft, forcément. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu un soft qui marchait très bien en prod. Il y a toujours des pannes. Et puis après, dans un monde peuplé de zombies, récupérer des nouvelles instances de Raspberry Pi, c'est pas forcément simple. Et puis, il va falloir être capable d'absorber des hausses de trafic soudaines, donc pouvoir scaler un peu bien comme il faut pour absorber du trafic. Donc voilà, ça c'est notre cahier des charges. Donc maintenant, Alexandre, si je devais développer ça maintenant, alors sans prendre en compte les rasps et tout, oui, mais voilà. On est interchangeables. Ça... Donc si je devais faire ça maintenant, sans faire ça sur des rasps ou autre, comment je ferais? Donc en fait, moi je pense qu'il vaut mieux préconiser l'approche classique, une stack J2E, donc c'est les standards. Hein. Voilà, du standard, donc, que du standard, il n'y a que ça de vrai. Je pense une petite base au rack quand même pour être un petit peu, résistant, être capable de monter un peu en charge. Ça me paraît pas mal, ouais. Des images voilà, Docker. Docker, c'est un truc de hipster, ça. Non, on connaît pas. T'es fou, toi? Donc oui, ça me semble être une approche complètement appropriée. Peut-être du JPA, toute la stack J2E, du JSF. On va faire ça bien, jusqu'au bout. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Ok, aucun problème, t'es sûr. Donc a priori, on fait ça, on le met sur le rasp et puis il n'y a pas de problème. Normalement, ouais. Sauf que, attends, il y a un truc, il y a quelque chose, c'est qu'il me semble que j'ai entendu dire que souvent l'approche classique, ça faisait des applications un peu monolithiques où finalement il y avait un peu tout qui était mélangé dedans, puis à la fin on avait quelque chose d'un peu hybride. Donc pas forcément facile à maintenir et puis du coup pas forcément facile à ajuster, on va dire. Ok, mais ça à la limite on peut faire attention et puis on va faire gaffe, choses bien. Ouais. On va faire attention. Donc pas d'autres problèmes majeurs. J'ai entendu parler d'un autre truc, c'est au niveau de la latence en fait. Donc a priori, les accès à base de données type relationnel, en fait, ça met un peu de temps, donc ça mène un peu de latence. Les accès disques, c'est le même genre de choses. Donc, mais bon, si on fait attention, normalement, il n'y a pas de problème. Super. Sauf que souvent, ça mène des choses qui sont bloquantes. Alors même si c'est pas plus forcément très vrai dans les dernières versions, généralement, on a un thread par requête HTTP, et puis le thread, il est bloqué tant que la base de données n'a pas répondu ou tant que l'accès disque n'est pas fini, quoi. Ça, c'est un peu dommage, parce qu'on est un peu limité niveau matos, et si on fait que attendre, ça va... donc du coup, s'il y a de la charge, ça va peut-être s'effondrer. Solution pour ça généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la scalabilité verticale, on gonfle un petit peu les machines, quoi. Là, ça va être un peu compliqué. Les rasps, c'est soudé. Je pense que ça va pas tenir. On change rien. Donc, ok. Donc là, tu es en train de me dire que c'est un peu notre start-up, elle va se. On va peut-être avoir du mal, ouais. Je sais pas, t'as une idée? Alors moi, tu sais, j'y connais pas grand-chose. Moi, du coup, je vais de temps en temps, comme je surfe sur l'internet. Je surfe sur l'internet. J'ai entendu parler d'un truc de hippie. C'est le Reactive Manifesto, je sais pas, t'as déjà entendu parler? Pas du tout. Non, aucune idée. Apparemment, c'est une approche un petit peu alternative. Donc, c'est des gens qui disent que on peut faire des applications réactives en suivant ces 4 préceptes. Donc, il y a responsive, résiliente, élastique et message driven. Donc, j'ai creusé un petit peu et je suis tombé sur ce texte-là, donc toujours sur l'internet. Donc en fait, ce que ça dit, c'est React to Even, donc l'application doit être orientée message par nature. Ça envoie des lettres? Apparemment, ouais, ça doit être quelque chose de cette sorte. Pourquoi pas? Et l'application doit réagir à la charge. Donc, ça c'est bien, c'est ce qu'on a dit. Ça me semble pas mal. C'est ce qui était marqué au début. Hein. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Okay. Et ça nous dit aussi que les applications doivent pouvoir réagir aux pannes, comme le monsieur de Plus belle la vie. Et elles doivent réagir aux utilisateurs. Donc là, ce que ça dit, c'est que ça doit avoir des temps de réponse corrects malgré la charge. On va éviter d'avoir des pages qui répondent en 6 minutes chacune. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Ok. Bon, on va partir là-dessus alors. Donc nous, naïvement, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc du coup d'implémenter une application qui suit ces préceptes et de montrer à quoi ça peut ressembler. Donc la première partie, scalable React to Load. Donc c'est la partie élastique sur le petit schéma. Donc ça déjà c'est une vue d'ensemble de notre application.
Donc en fait, dans l'application, il y a une partie front-end, c'est là où sont affichés les produits, c'est là où sont présentés donc les items qui vont pouvoir être achetés. C'est le magasin, ouais. C'est ça. Il y a une partie carte, en fait, ça va être la partie qui va gérer les commandes des utilisateurs. On a une partie identity, c'est le SSO, grosso modo, donc c'est l'authentification, la création de compte, modification de compte. Et puis derrière, pour nos petits administrateurs qui veulent s'en mettre plein les poches, on a une partie back-end qui permet de, par exemple, de gérer les produits et d'augmenter le prix, si ça se vend bien. Ça me paraît pas mal, ça. Donc on va commencer à parler des données. Donc en fait c'est bien de faire une application scalable. Par contre si la base de données derrière ne suit pas, en fait ça va pas nous servir à grand chose parce qu'en fait on va avoir quand même un goulot d'étranglement. N'est-ce pas? Ouais, on va éviter de bloquer hein, si possible. Donc nous on s'est penché sur donc, des solutions NoSQL. La première c'est Elasticsearch. Donc vous savez ce que c'est, vous l'avez vu juste avant. Donc cette solution elle a l'avantage déjà d'être scalable de manière horizontale, ça veut dire qu'en fait on va pouvoir rajouter des nœuds au fur et à mesure que la charge augmente, donc ça c'est plutôt bien pour notre use case quoi. Et puis deuxièmement en fait agir la résistance aux pannes, c'est à dire qu'en fait on va pouvoir répliquer les données et si un nœud tombe et que la donnée n'est plus disponible en fait, un autre nœud va pouvoir reprendre la main pour pouvoir servir cette donnée là. Donc ça c'est plutôt une propriété qui nous intéresse. Tu valides? Ouais, super. On n'a pas dit de bêtises. La deuxième solution qu'on a utilisée, c'est Cassandra. Donc c'est une base de données orientée colonne. Et donc c'est pas la même chose qu'un moteur de recherche. Cependant, elle va avoir les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir scaler horizontalement de manière très forte et avoir une très très bonne résistance aux pannes. Et donc même en ayant des millions de documents et des millions de requêtes, en fait, on va toujours pouvoir écrire et lire dedans. Ça me paraît super bien. Tu valides toujours. Surtout si c'est pour écrire des commandes en fait. ça... La deuxième approche qu'on a suivie, c'est une approche un peu mini-microservice. Donc en fait, je ne sais plus qui disait ça avant, mais grosso modo, c'est un peu l'idée du SOA, donc d'avoir une application par domaine fonctionnel. Donc nous, on aurait pu descendre encore plus bas, mais vu notre architecture, on s'est arrêté là. C'est un peu limité, donc il voilà, faut pas être trop gourmand non plus. Donc on a une application pour le front, on a une application pour gérer les comptes, comme je l'ai dit tout à l'heure, une application pour le panier, une application pour le back-end. Donc ça, c'est ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, si on se rend compte qu'à un moment, en fonction du nombre d'internautes, il y a une application qui est plus chargée que les autres, eh ben, on va pouvoir dupliquer celle-là, on va pouvoir la cloner. Et en fait, ça va nous donner un levier, on n'est pas obligé de cloner la totalité de toutes nos applications si on avait tout mis dans le même WAR, quoi. Donc on va avoir un levier intéressant. Et globalement, si on veut aller plus loin, surtout, c'est que potentiellement, on peut avoir 3 applications qui tombent, donc le backend, le cart et Identity, elles peuvent tomber. Tant que le store il reste up, on peut toujours présenter nos produits pour nos clients, et ça, c'est plutôt important. Une autre chose, en fait, on va faire des applications qui sont stateless. Donc en fait, elles vont gérer aucun état. Ce qui fait qu'aucune application va devenir indispensable. On va pouvoir la cloner, on va pouvoir la killer. Normalement, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le bon fonctionnement du site, quoi. Donc ça, c'est un truc assez typique en fait, des applications Java EE, on va dire classiques. Il y a des frameworks qui font un usage de la session HTTP, donc qui est côté serveur un peu violent, on va dire. C'est ça. On va stocker des mégaoctets et des mégaoctets là-dedans, et du coup, d'un point de vue scalabilité, après c'est la merde, il faut tout répliquer. Enfin, c'est un peu compliqué à gérer. Bref, c'est pas la meilleure approche, et du coup, en suivant cette approche, c'est très douloureux. C'est douloureux, c'est ça. Donc notre front-end, même si la Terre est envahie de zombies, on a appris que en fait, du côté de Google, grâce à leur voiture sans chauffeur, ils arrivent à repousser les hordes de zombies, puis en plus ils ont racheté des robots de l'armée, d'après ce que j'ai entendu. Donc Google c'est safe pour le moment. Ouais, Google c'est safe, donc nous on aimerait bien que notre store, on puisse le trouver en tapant dans Google. Et pour ça, en fait, on va servir des pages qui sont du pur HTML, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire de AngularJS ou autre technologie JavaScript, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est mal indexé. Ou c'est difficilement indexable. Faut voilà. déployer beaucoup on va respecter les standards. Et donc, en fait, nos produits, ça va être du 100% HTML. Et en fait, le seul JavaScript qu'on va utiliser, c'est pour les petites parties dynamiques du site qui concernent le compte client, ses produits, etc. Ouais, le panier, etc. Le panier, voilà. Mais sinon, le contenu pur produit, c'est du HTML 100%. Il y a autre chose qui est important aussi pour l'indexation, c'est d'avoir un contenu par URL. Et en fait, ça va amener une autre propriété qu'on va pouvoir utiliser après, on va vous montrer.
Donc là, on est en train de parler de scalabilité. En fait, avant de scaler, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est limiter la charge. Sur un site web, il y a 99% des requêtes, ça va être des ressources statiques, donc des images, des JS, des CSS. Une fois que le navigateur l'a récupéré une première fois, ça ne sert à rien qu'il le demande une deuxième fois. Donc on va pouvoir utiliser le cache. Donc ça va donner à peu près ça. Donc le cache, ça peut être le cache navigateur, ça peut être, si on a un peu d'argent, un CDN qui va se retrouver entre l'utilisateur et notre application. Potentiellement, ce CDN va se trouver proche de l'utilisateur, ce qui va diminuer les temps de réponse. Et en fait, déjà dans ce CDN, on va pouvoir par exemple stocker toutes les ressources statiques. On peut faire ça aussi dans un frontal web, peu importe. Une autre optimisation aussi qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on a parlé d'Elasticsearch tout à l'heure, on a vu que c'était en quelque sorte notre base de données, mais dans notre cas de figure, en fait, on ne va pas le voir comme une base de données, en fait, on va le voir comme un cache, et en plus, on va avoir la recherche full text comme ça, quoi. Gratuitement, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc comment ça se passe? En fait, voilà, ça c'est notre modèle de données. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a quelques champs texte, donc c'est les champs qui vont être indexés pour la recherche. Et le reste, en fait, ça va être les fragments HTML qu'on va pré-générer à l'avance. Et comme ça, en fait, on va pouvoir rajouter un peu de fainéantise dans notre application et on va gagner un peu de CPU, ce qui est important dans notre cas, quoi. Ouais, et du coup, là, je pense qu'il y a un autre avantage, c'est que ces bouts de HTML, là, on va pouvoir aussi jouer sur le cache. On va pouvoir rajouter des tags ou des choses comme ça pour éviter de les récupérer à chaque fois. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est bien. donc voilà. Et en fait aussi, on va pas stocker en base des données dont on n'a pas besoin, quoi. Enfin, on va pas stocker dans Elasticsearch des données dont on n'a pas besoin. Ouais, on va juste se contenter du strict minimum, ce qui est intéressant pour nos internautes. Donc du coup, un scénario de recherche, comment ça se passe? Donc notre petit internaute là, qui veut chercher des armes, il va faire sa requête HTTP, ça va arriver sur notre serveur. On va faire la recherche dans Elasticsearch, donc c'est lui qui va charger de nous récupérer ce qui va bien. Et puis derrière, en fait, on va pouvoir prendre les petits fragments HTML, les concaténer et les renvoyer. Et dans le cas, par exemple, d'une page qui présente juste le produit, en fait, c'est carrément la page entière qu'on peut renvoyer sans rien faire du tout côté serveur, quoi. Du coup, il fait passe plat. Maintenant, si on veut mettre à jour, donc voilà ce qui se passe. Donc notre administrateur se dit « Ah tiens, tel produit, il marche bien, j'aimerais bien gonfler un petit peu le prix. Et je voudrais bien que l'utilisateur puisse voir ça en live parce que c'est important pour mon chiffre d'affaires. » Donc là, ce qui va se passer, il va pouvoir mettre à jour le produit dans le back-end. Donc ça va être stocké dans la base Cassandra du back-end. Donc là, c'est la vraie source de données. Potentiellement, il y a beaucoup de champs dedans, il y a tout le détail du produit. Ce message va remonter dans notre front-end. On va pré-générer les petits fragments HTML qu'on va stocker dans Elasticsearch. Et puis, via de l'event source, ce fragment va pouvoir remonter au navigateur en live et on va pouvoir présenter ça directement à l'internaute. Donc là, c'est du push server. On a vraiment un message qui part du back-end et qui remonte jusqu'au navigateur de l'internaute qui est en train de consulter le produit ou de consulter le store. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant là aussi, dans ce que tu dis, c'est que globalement, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est que vraiment dans Elasticsearch, on a vraiment que ce qu'on veut montrer à l'utilisateur. C'est-à-dire que ce qu'on a dans Cassandra, on a peut-être beaucoup d'informations en plus, le poids, des choses comme ça. Oui, apparemment, il y a le conditionnement, il y a le poids pour pouvoir livrer en drone, parce que c'est important de savoir combien ça pèse. Livrer un cheval, ça va être compliqué. Je pense. Ok. Mais dans Elasticsearch, ouais, vraiment, on n'a que la donnée de l'utilisateur, et donc ça, c'est une propriété assez intéressante qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Donc maintenant, le deuxième point du Reactive Manifesto, c'est d'être résilient. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que les pannes, ce soit un cas normal de notre application. Si parmi vous, il y a des gens qui se disent « mon application, elle plantera jamais », je suis désolé de vous dire que vous avez tort, c'est faux. Donc, il faut prendre en compte les cas de la failure dès le début dans notre application pour être sûr de pouvoir bien gérer le truc. Donc, l'idée d'être résilient, nous, comme on l'a implémenté, c'est qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait aucune application dans toute notre stack qui soit indispensable. Alors, s'il n'y a qu'une seule instance de chaque, elles vont être indispensables à un moment ou à un autre. Mais globalement, si on réplique assez, si on clone assez les applications, il n'y aura pas d'application qui va être indispensable. Et du coup, on va pouvoir en tuer, en redémarrer, etc. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est ça. C'est exactement ça. Super. Je ne me suis pas trompé cette fois. Du coup, notre cluster, comment est-ce qu'il est organisé? Alors, on a essayé de faire au mieux, on était limité en matériel, on a surtout un switch qui a que 8 ports, donc à un moment on ne peut plus rajouter de machine, hein, dommage.
Donc on a quelques single point of failure, donc on a un seul nœud Cassandra, on a un seul nœud Elasticsearch, c'est vraiment pas top. Si on avait plus de machines, on en aurait rajouté, mais pour le moment, on fait comme ça marche pas trop mal. Puis apparemment, David nous a promis que Elasticsearch a scalé à fond, donc on lui fait confiance. Ouais, apparemment, c'est un truc de malade. Donc, c'est bon. On a aussi un Nginx qui nous sert de load balancer. Lui aussi, s'il tombe, malheureusement, on va plus pouvoir accéder au site. Donc ça, c'est pas top. Mais sinon, pour tout ce qui concerne nos applications, vous pouvez remarquer qu'en fait, on a au moins 2 instances de chaque application qui sont déployées sur nos différentes boards. Donc ça veut dire que globalement, on peut être un peu foufou et on peut défoncer un serveur sans perdre rien du tout, voire même 2 serveurs, et a priori, notre application, elle fonctionne toujours. Je veux dire, a priori, sur le papier, c'est ce qui est marqué. Ça le fait. Okay. On essaye ? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on a un moniteur qui nous donne l'état des applications en temps réel. Donc, on a nos 9 applications. Quand c'est vert, ça va. Quand c'est rouge, ça va moins bien. Alors, il y en a une qui clignote un peu, mais c'est plus ou moins normal. Et en dessous, on a une métrique globale du nombre de requêtes sur le cluster en ce moment. Donc, j'ai un petit scénario Gatling qui tourne dessous pour on simule 50 clients qui sont en train de se balader sur le site, de mettre des trucs dans leur panier, etc. Donc un scénario standard, les mecs ils cliquent pas comme des bourrins, il y a c'est un scénario, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc voilà, là le cluster est en train de bosser, et normalement, alors c'est pas top parce que là il est en pause, je vais le relancer. Je relance mon truc. Et en attendant, je pense qu'on va avoir besoin d'un volontaire pour venir débrancher des boards. Il y a des volontaires pour un... Oui, vous, monsieur, là-bas. On ne vous connaît pas. Mais pas du tout. Non, c'est une manissante. On n'a jamais rencontré cette personne. Comment vous appelez ? Chris Woodrow. Très bien. Donc Chris Woodrow. Donc là, a priori, on a le scénario qui est en train de tourner. Donc là, a priori, le store... Si je rafraîchis la page, ça s'affiche toujours. Ça s'affiche toujours. Donc tu débranches, voilà, un câble réseau. Non, pas celui-là. Donc voilà, on a donc là, là. C'est bon, c'est revenu. Non, c'est juste un petit coup de. On avait tout fait, on a tout tient sur un seul câble, c'est la merde. Donc là, on a 2 applications qui sont mortes. Bon, a priori, il y a un back-end qui est mort. Là, on ne se sert pas du back-end. Donc, et puis, on a une appli d'identification. Donc là, si tu reloads, normalement, tu es toujours logué. Donc, tu es bien logué comme en tant que Alex. Donc, ça le fait. Bon, Chris, tu nous en fais une autre ? OK. On défonce le deuxième. Et on a un front-end qui est tombé et un panier qui est tombé. Donc, Alex, vas-y. J'ai peur. OK, vas-y, mets des trucs dans ton panier pour voir. Ouais, ça a l'air de marcher, et dans le panier, on a bien tout ce qu'il faut. Bon, écoute... Non, là, on va éviter. On a bien vu qu'on n'avait pas assez d'instances pour tenir mieux que ça. Comment ? La prise. Alors, on peut le tenter. On a un générateur diesel à côté, donc ça devrait le faire. Donc, on va rebrancher sous ça, et normalement, on a prouvé qu'on était résilient. C'est pas la bonne. Donc on va aborder le 3e point du Reactive Manifesto, donc la partie event driven, donc le fait de réagir aux événements. Juste un truc, merci Chris, t'as fait un super boulot. Donc c'est la petite partie en bas là du schéma. Donc alors juste, on a les titres qui correspondent plus avec le schéma parce que genre 2 jours avant notre presse, ils ont fait la version 2 du Reactive Manifesto, ils ont changé le nom des trucs. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont tout reformulé. Et voilà. Oui. C'est par malheur, on débranche celui où il y a une Linux ou... Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, c'est... là, ça marchera plus. Là, on a vraiment... Là, je pense que dans notre... Là, dans notre cas de figure, non, parce qu'on est limité niveau matos. On aurait eu plus de plaques. Je pense qu'on aurait pu faire un truc avec des IP virtuels pour faire que le load balancing soit... Bref. Et dans la vraie vie, il existe des choses qui sont faites pour ça. Voilà. Ça reste un proto. Hein.
Donc pour la partie event-driven, en fait, on s'est tourné vers des technos qui sont peut-être pas forcément très connus dans la stack J2E. Donc la première, c'est AK. Donc en fait, AK, c'est basé sur le modèle acteur. Donc en fait, en gros, un acteur, c'est un objet Java qui va pouvoir communiquer avec un autre objet Java par envoi de messages. Et tous ces objets vont pouvoir stocker un état interne qui leur sont propres. Et en fait, du coup, ça va pouvoir faire des entités stateful, quoi. Donc dis pas ce genre de mots comme ça, ça peut rappeler des mauvais souvenirs des gens. Donc en fait, un acteur, il peut créer et détruire des enfants, donc il ne faut pas le prendre au sens premier du terme, ça peut faire peur. Disons qu'en France, on peut pas. Après, il peut surveiller d'autres acteurs. Et du coup, en fait, ce modèle, il a un intérêt, c'est qu'il va résoudre les problèmes de concurrence. Et en fait, il va rendre ce modèle-là asynchrone par nature. Donc en fait, par envoi de message, l'acteur peut travailler entre les envois de messages. Voilà, quoi. Sachant qu'il va traiter qu'un seul message à la fois, du coup on va muter notre état une étape par une étape et il n'y aura pas d'accès concurrent sur les données qu'on va. Il faut savoir aussi que les messages qu'il reçoit, l'ordre est conservé. Donc c'est quand même une propriété qui est intéressante. C'est plutôt intéressant en effet. Et on peut faire ça en Java ou Scala. Donc ça ressemble à ça. Donc on a notre acteur. Il peut créer une grappe de sous-acteurs. Ces acteurs vont pouvoir s'envoyer des messages. Et en fait, ils vont pouvoir le faire également si c'est sur des serveurs différents. Donc ça passe à travers le réseau, quoi. Il y a un module remoting qui est plutôt bien fait. On va pouvoir soit sérialiser des objets Java directement, soit utiliser des trucs comme protobuf pour faire quelque chose d'un petit peu optimisé. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que si un acteur se crache, en fait, on va pouvoir le redémarrer. Et on va pouvoir potentiellement reconstruire son état avant crash. Et s'il y avait des messages qui étaient en attente, ils vont pouvoir être rejoués et ils vont pouvoir lui être délivrés, quoi. Donc ça, c'est le pattern de base de AK. Ils appellent ça, eux, c'est leur mantra, c'est let it crash. Donc en gros, on a un acteur qui va superviser d'autres acteurs. Et dès qu'il y en a un qui se vautre, il va le relancer. Voire même, il va voir s'il y a trop de charge, il va pouvoir ajouter d'autres acteurs pour récupérer la charge. Donc ça c'est bien. Par contre, tout à l'heure on disait que dans le classique J2E bloquant, en fait, si on attendait des réponses, le thread était bloqué, il pouvait rien faire. Donc là en fait avec AK, finalement ça résout pas beaucoup de problèmes. Donc c'est là où en fait il y a un deuxième outil qui est sympa, un deuxième framework. Ah ben non, avant de passer à ça, j'ai oublié de détailler comment ça fonctionnait. Donc ça c'est un bout de code Scala, donc c'est juste pour montrer comment ça se passe. Donc en fait là on a notre case class, donc ça faut voir ça comme un bin en fait, qui a une propriété qui s'appelle who, donc c'est de type string. Et on a notre greeting actor qui étant acteur. En fait en étendant acteur, il va devoir implémenter une méthode receive et c'est cette méthode qui va être exécutée, qui va permettre de traiter la réception de messages. Donc là en fait ce que ce bout de code dit, c'est que quand cet acteur reçoit un message greeting avec un attribut who, il va aller écrire dans les logs la valeur de cet attribut en mettant hello devant, quoi. C'est assez utile. Donc c'est un bout de code qui est vraiment vital à notre application. Et pour pouvoir jouer avec ces acteurs, on va devoir créer un acteur système. Donc en fait ça c'est la tambouille, c'est la tuyauterie de AK, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd, donc il ne faut pas en créer 20 millions par application. Un container quelque part. Et à partir de cet acteur système, on va pouvoir en fait demander une référence à notre acteur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne va pas récupérer l'instance de l'acteur, mais en fait, on va récupérer en quelque sorte son adresse. C'est comme ça qu'en cas de fêlure, il est capable de redémarrer l'acteur. Et en fait, en conservant l'adresse, on peut continuer à envoyer des messages. Et donc là, une fois qu'on a récupéré la référence, on lui envoie un message qui s'appelle Greeting Charlie Parker. Donc en fait, le petit point d'exclamation, c'est un raccourci en ce cas-là pour dire envoie-lui un message. Donc c'est tel. Vous n'êtes pas obligé de faire un point d'exclamation. Il y a une méthode telle qui existe si vous avez peur des méthodes comme ça. Et donc l'exécution de ce petit bout de code, ça va écrire dans les logs Hello Charlie Parker. Donc je reprends ce que je disais avant. Donc notre partie AK qui est orientée message dans un contexte J2E, ça va pas être très pratique puisque en fait on a des API qui sont bloquantes. Donc c'est là où en fait il y a un deuxième framework qui arrive et qui va nous aider. C'est Play 2. Donc en fait Play 2, lui, il fonctionne très bien avec AK puisque il est bâti dessus. Donc ça s'entend très bien avec. Et du coup il est asynchrone par nature et ça va nous aider.
Et en plus, il a un support pour les WebSockets et le server Sentiment. Et donc ça va également nous aider pour pouvoir gérer des messages. Et surtout faire des applications responsives. Faire des applications responsives. Donc là, quand on combine Play 2 avec AK, ça donne ce petit bout de code-là. Donc là, en fait, comme tout à l'heure, on a un message, sauf que là, c'est list product query. Donc en gros, c'est un message pour dire liste-moi les produits. Notre acteur, il va être capable de gérer ce message-là. Et bien en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire appel à notre modèle et puis il va le dire liste-moi les produits. Sauf que ce modèle, en fait, la réponse, elle va être asynchrone et ce que ça va retourner, c'est une future du résultat. Donc un résultat qui va se produire dans le futur. Et le pipe to sender, ça dit quand ce résultat sera disponible, tu vas le renvoyer à l'émetteur du message. Ok ? Donc là, on voit, c'est tout est asynchrone. C'est-à-dire que en attendant de recevoir la réponse, le framework, il va pouvoir se passer beaucoup d'autres choses. Globalement, le thread qui était assigné à traiter ce truc-là, il va pouvoir être assigné à autre chose, il va pouvoir traiter d'autres requêtes HTTP, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Dans le cadre, on a un processeur tout pourri là-dessus, donc il faut pouvoir optimiser les traitements qu'on va faire dessus. Et donc au niveau du code play, en fait, là, on a notre contrôleur. Donc ça, c'est ce qui va répondre à nos requêtes HTTP. C'est notre servlette. Voilà, donc là on a notre méthode index, on va dire qu'on va l'avoir mappé sur le slash. Et quand on va invoquer, on va faire une requête HTTP sur le slash, donc cette méthode va être exécutée. Et là en fait, on va faire list product. Donc grosso modo, on a notre référence à cet acteur. On va lui dire liste-moi les produits. Donc là, c'est plus un point d'exclamation, c'est un point d'exclamation. C'est un point d'interrogation, pardon. Donc c'est une question en fait, et on va attendre une réponse. Et cette réponse, elle va être sous forme de futur. C'est-à-dire que le résultat, ce sera plus tard. Donc on va pas vraiment l'attendre. On va juste dire quand tu as fini, tu me dis que tu as Voilà, fini. c'est ça. Quand la réponse est disponible, tu vas me la donner. Et en fait, le résultat de cette réponse, on va le transformer en code HTML. Donc là, en fait, on peut se dire que ça génère du HTML via un système de templating. Et le code HTML va être envoyé au browser, mais de manière asynchrone. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc on a dit qu'on faisait une application orientée message, donc nous on a essayé de pousser le truc le plus loin possible. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc en fait là dans ce petit schéma on montre les types de messages qui peuvent être échangés. Donc on a utilisé les WebSockets, donc ça permet d'envoyer des messages du navigateur vers le serveur et de pouvoir envoyer des réponses en fait du serveur vers le navigateur. Donc en fait c'est dans les deux sens. On a utilisé aussi du server Sentiment, donc ça c'est que dans un sens. Donc grosso modo, c'est une connexion HTTP qui reste ouverte du navigateur vers le serveur. Et en fait, le serveur va pouvoir faire des pushes vers le navigateur à travers cette connexion. Et puis enfin, on a les messages AK qu'on a présentés avant. Donc en fait, on a vraiment des messages de bout en bout, quoi. Donc on va pouvoir envoyer un message depuis le navigateur, il va passer par tous les modules de l'application et être retourné au navigateur directement. Donc on a vraiment du message driven coast to coast. C'est ça. Donc au-delà de la partie message, donc on sait qu'avec AK, les applications peuvent communiquer, etc. Donc ça c'est très bien. Sauf qu'on a un autre problème. C'est un problème assez classique quand on fait de l'informatique distribuée et surtout avec notre architecture de service. C'est qu'on va avoir plusieurs instances de nos applications, donc plusieurs instances de services, et il va falloir les consommer. Donc ça, c'est potentiellement pas simple à faire. On pourrait coder en dur les adresses des services et tout, mais c'est pas forcément génial. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions pour gérer ce problème-là. Donc premièrement, on a utilisé un module de AK qui s'appelle AK Cluster, qui permet de former un cluster avec plusieurs applications qui embarquent AK. Donc c'est une librairie qui gère un simple système d'adhésion à un cluster, donc il n'y a rien de plus. Ça ne permet pas d'exposer des services, de faire du remoting ou autre. Ça dit juste machin, machin et machin font partie de mon cluster et c'est tout. Donc c'est un système qui est plutôt pas mal fait. Sur leur site, il y a marqué, ça a été prouvé mathématiquement, etc. Donc a priori, ça nous, on y croit à fond. Nous, on y croit, voilà. Exactement. Si c'est marqué sur l'internet, c'est que c'est vrai. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est censé être tolérant aux pannes. C'est quelque chose qui va surtout détecter les pannes sur les divers nœuds et va pouvoir les marquer comme down ou les faire revenir dans le cluster. C'est pas censé avoir de single point of failure ou de point bloquant principal, et c'est surtout un système décentralisé, donc chaque nœud va s'échanger des messages en mode peer-to-peer. Ça suit un protocole Gossip, un petit peu comme Riak ou j'oublie toujours son nom. Il y a Dynamo je crois, ouais, de chez Amazon.
Donc voilà, ça c'est notre librairie qui nous permet de faire du clustering. Bon, c'est sympa, mais à utiliser c'est un petit peu brut de décoffrage. Donc nous on a codé un truc par-dessus. Donc c'est une librairie en plus, vous pourrez la trouver sur mon GitHub, mais ça y est pas encore, mais ça le sera. En développement, voilà. Et c'est une librairie qui permet de faire de la découverte de services distribués. Donc en gros, ce qu'on va dire, c'est que chaque application va être capable d'exposer un service. Alors elle va pas exposer le service, mais elle va dire moi je sais, je vous offre le service à telle URL, en telle version, etc. avec des métadonnées, ce que vous voulez. Et nous derrière, on va avoir un système de clients qui va pouvoir accrocher ces services et qui va nous rendre quelques petits trucs, qui va nous filer quelques petits trucs sympas. Donc on va avoir du monitoring sur ces clients. On va surtout faire du load balancing sur les différentes instances de services qui sont disponibles sur le cluster. On va avoir des systèmes de retry avec du back-off pour éviter de charger des serveurs qui sont un petit peu trop ras la gueule. Donc on a quelque chose d'assez simple à utiliser et qui abstrait complètement la notion de cluster ou autre. C'est juste on récupère des services et on consomme ces services. Du coup, on va voir ça en image. Donc globalement, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est que vous écrivez votre API de client, donc avec vraiment votre dialecte, vraiment l'API que vous voulez, avec les noms de méthodes que vous voulez. Et derrière, vous hookez ça avec notre librairie de clients générique, qui elle va à chaque appel passer à travers le monitoring, le load balancing, le retry. Et donc, on va avoir bien à chaque appel, on va pouvoir taper n'importe quelle instance de service qui match la query qu'on a demandé, donc la version du service, son nom, ses métadonnées, ses rôles, il y a pas mal de choses possibles. Donc voilà. Ok, donc on va passer à la suite. Donc maintenant on va s'intéresser aux données. Donc en fait, gérer des données dans un système distribué, ça peut être compliqué. Du coup, on s'est intéressé à quelque chose dont on entend souvent parler en ce moment, en tout cas nous, c'est CQRS. Donc l'idée de cette chose-là, c'est de séparer les enregistrements des lectures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir grosso modo deux modèles. Un modèle qui est optimisé pour les enregistrements et un autre modèle qui est optimisé pour les lectures. Et potentiellement, on va avoir différents stores, des stores en lecture et des stores en écriture. Et en plus de ça, en fait, on s'est penché sur quelque chose qui s'appelle l'event sourcing. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans la partie écriture, au lieu de stocker l'état courant de notre entité, en fait, ce qu'on va stocker, c'est plutôt les événements qui ont altéré notre entité. Et derrière, en fait, on va avoir finalement l'historique de toutes les modifications qui se sont passées. Et en rejouant ces événements, en fait, on va pouvoir reconstruire l'entité à son dernier état, quoi. Ou à un état passé si besoin. Donc ça se passe comme ça. La commande, ça va être l'action d'un utilisateur. À partir de cette action, on va pouvoir déduire un ou plusieurs événements. Donc, par exemple, l'action, ça pourrait être valide-moi mon panier. Donc de là, on va pouvoir déduire des événements produit validé, produit invalidé, produit 2 validé. Ouais, on pourrait même lancer la chaîne de livraison ou des choses comme ça. On peut vraiment générer des événements de métier qui ont un sens par rapport à notre commande. Donc ces événements, ils sont stockés dans un journal. Et puis en fait, ils vont être publiés derrière à différentes vues qui vont pouvoir finalement adhérer à ce processeur. Et en fait, ces vues, elles vont pouvoir mettre à jour leur état à elles. Et puis ces états, ils peuvent avoir des têtes complètement différentes. Donc ces états-là, c'est les états en lecture. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut avoir une vue. Son seul boulot, c'est de faire un counter sur tous les éléments qu'on a dans notre panier pour l'afficher en haut dans le site. Vous avez 3 éléments dans votre panier. Et du coup, on va pouvoir fabriquer vraiment des modèles ultra optimisés pour la lecture. Et tout à l'heure, en fait, quand on parlait de Elasticsearch qui ne stockait que ce qui était utile pour l'utilisateur, c'est exactement ça. Elasticsearch, c'est juste une projection de nos données, c'est une vue sur nos données. Et du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, en fait, quand on va vouloir fabriquer de nouvelles données dans notre système, donc typiquement, si on veut faire un peu d'analytics et qu'on voudrait savoir quels sont les produits qui ont été enlevés du panier juste avant que l'utilisateur valide son panier, c'est quelque chose qu'on pourrait savoir, par exemple pour trouver des seuils, des prix seuils ou des choses comme ça. Mais on va pouvoir écrire la vue qui fait ça, donc qui écoute les événements de genre valider le panier ou autre, et qui va ensuite calculer des charts ou des trucs comme ça. Et du coup, nous, ce qu'on a juste à faire, c'est relancer on relance tous les événements à partir d'une date donnée et on les balance dans cette vue et hop, on a des nouvelles données qui arrivent sans qu'on ait changé notre système profondément, on va dire. Donc globalement, on maîtrise le temps dans notre application. On n'a pas besoin de Anvers ou de choses comme ça. On a vraiment la notion de temps dans toutes nos données de manière naturelle. En fait, c'est notre modèle qui est comme ça. Donc à travers un petit exemple, ça va donner ça.
Donc là, en fait, on a une commande qui est ajoute-moi tel produit à la carte. Donc en fait, l'événement déduit de ça, finalement, il n'est pas très compliqué. C'est produit ajouté à la carte. Donc il est stocké dans le journal. Il est propagé à une vue. Donc la vue, ça va être par exemple l'état courant du panier. Donc ça, c'est stocké aussi en base. Et puis en fait, là, on va pouvoir aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, cet événement, on peut même le repropager jusqu'au navigateur. Donc en fait, de l'autre côté, il va remonter, il va faire un tour en fait, il va remonter jusqu'au navigateur et on va pouvoir mettre à jour en JavaScript par exemple l'UI quoi. Plutôt sympa, moi je dis. Donc ça c'est le dernier point du Reactive Manifesto, c'est responsive to user. Donc en gros, ce point-là, ce qu'il dit, c'est que même sous la charge, en fait, on doit être capable de répondre aux utilisateurs dans un temps correct. Donc finalement, en fait, en utilisant le cache, comme on l'a présenté au début, plus des WebSockets ou une API orientée événement, et en fait, la combinaison des deux, pour nous, ça fait un front-end réactif, puisque en fait, on est capable de limiter la charge, de scaler et de répondre à l'utilisateur en même temps. Normalement. Donc là, on va tenter. On va tenter de faire quelque chose. Donc là, normalement, on a nos utilisateurs qui sont en train de se balader. Et nous, ce qu'on va tenter de faire, c'est de mettre à jour le produit. Alors ça va être... Il faut peut-être que tu Alors attends. Hop, elle est là. Donc ce que je vais faire... c'est un peu moche, hein, mais on fait ce qu'on peut. Hein, ok. Décaler un peu plus. Voilà. Ouais, voilà. On va faire comme ça. Donc là, on a notre mitraillette canon année 30. Alors je sais plus laquelle c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Et là, en fait, on va augmenter encore le prix parce qu'on sait qu'elle marche bien. On va la mettre, allez hop, 1000 € plus cher, on va être fou. Alors, je vais juste rafraîchir ça pour être sûr qu'il a gardé la connexion. Et là, normalement, si tout se passe bien, je fais save et paf, elle est mise à jour. Donc là, en gros, c'est exactement l'exemple qu'on montrait au tout début. Alors, ça fait tout simple comme ça, mais on est passé par 3 applications entre-temps. Hein, donc là, en gros, le message, il est parti du back-end. Il a été mis à jour, enfin, il a été ajouté au journal d'événements du back-end. La vue produit correspondante a été mise à jour, puis il est remonté dans le front-end sous forme de message. Le fragment a été pré-généré, stocké dans Elasticsearch, et le fragment est remonté jusqu'au navigateur. Pas mal quand même. Petits applaudissements. Bon, et les perfs dans tout ça. Ouais. Vaste sujet. Donc mitraillette, qu'on a utilisé Gatling. Donc, voilà, donc on a utilisé Gatling pour faire des tests de perf sur notre cluster. Donc on a fait ça en conditions réelles, hein, comme si voilà. Et on est assez fiers de vous présenter ce résultat qui nous a semblé plutôt pas mal. Donc voilà, c'est le premier résultat énorme, de notre Je pense que c'est un chiffre impressionnant. Donc en fait, voilà, c'est le chiffre d'affaires qu'on a réalisé pendant notre test de perf. Donc, bravo. Hein, Alors on a été aidé parce qu'il y a un hélicoptère dans les produits, donc du coup il a un petit peu gonflé le. Donc plus sérieusement, donc en fait on a essayé de faire plusieurs tests. On a commencé avec 200 clients, donc 200 clients simultanés qui font des requêtes. Donc là on a à peu près un temps de réponse inférieur à 800 millisecondes en général, dans la majorité des cas. Et c'est plutôt proche des 100 millisecondes qu'autre chose. Hein. Donc après, on a doublé la charge. Donc là, c'est un petit peu plus chaud. On voit qu'on est plutôt au-dessus de la seconde de manière générale, et la répartition des temps de réponse est plus aléatoire. Donc là, on sent que ça commence à se gâter un petit peu. Et après, on a tenté 600 clients, et là, donc l'application, elle tient toujours. Il n'y a pas de crash d'application, mais par contre, les temps de réponse sont vraiment tout pourris. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir rajouter des Raspberry pour absorber la charge. Et logiquement, l'application est censée bien tenir la charge. Plus on rajoutera de machines, plus ça devrait bien se... En théorie. Sur le papier, c'est ce qui est marqué. Exactement. Ce qu'on a fait aussi, alors on n'a pas de quoi vous le montrer là tout de suite, mais on a aussi mis des métriques un peu partout dans notre application pour suivre les performances. Donc on a utilisé une librairie qui s'appelle Metrics de chez Yammer, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous les résultats de ce truc-là, on les a balancés dans notre Elasticsearch, et on a fait des rapports Kibana pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc on a des métriques techniques et des métriques fonctionnelles, donc pour voir nombre d'achats, les choses comme ça. Donc ça, c'est une assez bonne pratique quand vous faites ce genre d'application. Comme tout est distribué un peu partout dans plein d'applications, ça permet vraiment de suivre les messages de machine en machine, et c'est plutôt intéressant.
Voilà, alors là, les problèmes rencontrés. Donc, bien sûr, on a rencontré beaucoup de problèmes, vous pouvez vous en douter. Donc le premier problème qu'on a rencontré, c'est qu'en fait, sur Raspberry Pi, les versions des outils qu'on utilise ne sont pas forcément toujours très à jour. Alors juste un petit disclaimer avant, on est des gros mauvais en Linux. Faut juste pas nous demander de recompiler des machins et tout, c'est juste pas notre truc. Donc globalement, ce qu'on s'est dit, c'est si au bout d'un quart d'heure ça marche pas, on lâche l'affaire. Et du coup, pour Nginx, on a été obligé d'aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, la version qui était disponible de base, il n'y avait pas de support pour les WebSockets. Donc là, comme c'était un peu basé là-dessus pour la gestion du panier, on a été obligé de recompiler Nginx. Donc ça met beaucoup de temps parce que sur une Raspberry, le temps de compilation, c'est pas la même chose que sur son PC. Voilà. Et puis on a dû bien le tuner aussi pour supporter les tests Gatling parce qu'il était plutôt limité par rapport à la configuration qui est générée par défaut par rapport au matos qui est sur l'ordi fait qu'on avait une conf vraiment toute pourrie. Donc ensuite Mongo. Donc nous on aime bien Mongo en fait. Donc, je sais pas si... Non, tu n'as pas l'air d'être là. Mais c'est con parce qu'on avait une requête plutôt intéressante à faire. En fait, il n'y a pas de version, on va dire, récente de Mongo qui est installable comme ça sur Raspberry Pi. Donc ça, c'est... Donc la plus récente qu'on a trouvée, c'était la 1.8 et maintenant on est en 2.6, je crois, donc si je ne me trompe pas. Et en plus, la 1.8, c'était les sources, donc il fallait la recompiler. Je pense qu'en tout, ça met 12 heures en 2 fois. Donc voilà, faut être un petit peu patient. Donc voilà, on lance le truc en allant se coucher, puis on regarde le lendemain matin si ça le fait. Donc c'est là qu'on a eu une idée ingénieuse. Oui, on s'est dit on va se tourner vers du Java. Des bases Java. Java, normalement, ça tourne partout, donc on s'est dit pourquoi pas utiliser Cassandra, ça a l'air d'être sympa comme base de données. C'est même une superbe base de données. Donc on l'a lancé une première fois sur la Raspberry, ça tournait bien, puis dès qu'on a commencé à jouer avec, on a eu quelques petits problèmes. On a même eu des gros problèmes. En fait, quand on lance le serveur, ça marche très bien. Et dès qu'on insère un document à l'intérieur, bam, le truc qui se vautre, la JVM plante et tout. Donc on a été obligé de regarder de plus près et de tuner un peu la chose. Et en fait, on s'est aperçu que ça beau être en Java, ça utilise des librairies natives et c'était pas compatible sur Raspberry Pi. Donc, ça faisait planter la JVM. Donc il a fallu qu'on a passé pas mal de temps à tuner Cassandra pour tourner dans aussi peu de mémoire, sans trop écrire sur la carte pour pas la griller et pour éviter de faire de la compression avec des librairies natives qui ne marchent pas sur le reste. Ça c'était pour Cassandra. Par contre pour Elasticsearch on n'a pas eu trop de problèmes, ça marchait assez bien, enfin ça tournait... Ouais. C'est bon, on l'a dit. C'est bon. Pour l'argent on se voit sur le parking. Les benches WebSocket, donc là c'est WebSocket décidément, c'est pas facile à utiliser. Ouais. Donc on vous disait on a utilisé Gatling et en fait ce qui se passe c'est que ça supporte pas nativement les WebSockets, donc il y a quelqu'un qui a écrit une petite librairie, un petit plugin qui permet de faire ça, sauf que il était pas très bien maintenu. C'est sur une vieille version. Ouais, ça fonctionnait sur une vieille version où les sources n'étaient presque plus disponibles. Donc ça c'est pareil, ça a été un peu pénible. Mais finalement on a réussi. On a réussi. Mais il a fallu qu'on prenne une vieille version de Gatling, qu'on la retrouve quelque part. Enfin, c'était... Et le dernier point, et en plus il n'est pas très vieux. Voilà, donc mercredi on était en train de suer à grosses gouttes parce que notre cluster AK marchait pas très bien sur les Rasp. Donc il faut savoir que le cluster AK c'est un truc assez simple à utiliser et tout, mais il y a beaucoup de techniques cachées derrière. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut configurer. Et dans le cadre de ces petites bestioles là qui ont un peu de latence, des choses comme ça, il faut vraiment tuner très finement la configuration de AK Cluster pour pas que les nœuds se voient comme down parce qu'il y a un message qui a sauté ou des choses comme ça. Donc ça a été le gros coup de stress d'avant Jug Summer Camp. Pour avoir un cluster homogène, c'est pas facile. Voilà, c'était compliqué. Donc en conclusion, succès. Hein. Ouais, on a réussi. On a eu pas mal de frayeurs. Mais on s'est bien marré. Ouais, on s'est bien marré. On a appris pas mal de choses. On y a passé pas mal de temps aussi. Voilà. Et la vraie conclusion, c'est que le Scala sur Raspberry Pi, ça tourne. Et puis si vous pensiez le contraire... C'est une vraie histoire d'amour. On n'a pas pris d'autres photos parce que c'était un peu cochon, mais... Ça le fait bien, quoi. Donc voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là jusqu'à pas d'heure.